Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous recevoir via ce webinaire ce soir pour parler de la formation ingénieur du groupe ISAE, Industrialisation et méthodes pour l'aéronautique et l'espace, qui est une formation sous statut d'apprenti. Alors, on est assez nombreux à ce webinaire, tout simplement parce qu'on a plusieurs représentants de chacune des écoles qui forment le groupe, en tout cas les écoles qui participent à cette formation. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Samuel Rivalan. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'ISAE Super-Héros, donc sur le site de Toulouse, et je suis responsable de la formation, de cette formation par apprentissage pour le site de Toulouse. Bonsoir, Isabelle Lemaire. Je suis enseignant-chercheur à l'ISAE Submeca et je suis responsable de cette formation sur le site de Saint-Ouen. Bonjour Annette Roy. Donc moi je suis responsable de la formation à l'ISAE ANSMA, donc sur le site de Poitiers. Et donc je suis avec une de nos apprentis, Chloé, Bonsoir, je m'appelle Chloé, du coup je suis aussi à l'ISA et ANSMA et je suis apprentie en deuxième année au CNES. Bonsoir, Jean Lelouch. Moi, je suis en première année à Supmeca. Je suis alternant à Airbus Hélicoptère. Et bonsoir, c'est Mathias Diebol, donc étudiant en troisième année à l'ISAE Super Héros et je suis en alternance également chez Airbus Hélicoptère. Alors, merci. Et alors, on a aussi nos petites mains derrière. On a deux modérateurs qui vont répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser les questions via le chat en live. Il y aura des réponses en live et certaines questions, on va se les garder. Elles seront sélectionnées pour qu'on vous réponde de vive voix. Donc, je les partagerai entre mes collègues enseignants-chercheurs ou les apprentis qui sont avec nous. Donc juste une petite information, rappel peut-être pour certains. Donc le groupe ISAE, c'est un groupe qui réunit la plupart des écoles qui travaillent dans le domaine de l'ingénierie aéronautique et spatiale sur la France et qui forme donc un pôle mondial, des plus grands pôles mondiaux de formation dans le domaine. Donc, la formation ingénieur, qu'est-ce qu'on va vous présenter? On va vous présenter déjà le pourquoi de cette formation, donc comment elle se situe dans le paysage. Ensuite, on ira dans le fond du contenu de la formation, et notamment un détail sur les différences qu'il y a sur les trois sites. Puis Isabelle Lemaire vous parlera du recrutement, donc le recrutement passé, pour que ça vous donne quelques chiffres, pour que vous sachiez où vous positionnez. Et puis bien sûr, ce qui vous intéresse le plus souvent, la procédure d'admission pour cette année. Et puis après, on aura une séance de questions-réponses avec quelques questions préparées nos apprentis actuels qui vous répondront. Et ensuite, donc, je sélectionnerai quelques questions et on vous répondra en live. Donc, cette formation s'appelle Industrialisation et méthodes pour l'aéronautique et l'espace. C'est une formation par apprentissage. Et alors, c'est une formation qui est très jeune. Elle a commencé en 2020 pour Super-Héros. On a fait des rentrées décalées. Donc, Super-Héros a commencé en 2020, Lancema a commencé en 2021 et Supmeca en 2022. Donc, ça veut dire qu'on vient, nous, de diplômer nos premiers apprentis ingénieurs au mois de décembre. Et puis, cette année, par exemple, pour Lancema, ce sera leur premier diplôme et Supmeca, ça arrivera un peu plus tard. Donc, on a été soutenu quand on a créé cette formation par le groupe GIPAS, qui est un groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, après avoir fait un petit mapping de ce que sont les besoins dans le domaine en métier d'ingénieur. Alors, quelques petites choses importantes. La formation est une formation commune, c'est-à-dire qu'en première, deuxième année, on a un tronc commun qui est le même sur les trois écoles. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes professeurs qui les enseignent, hein, mais on a le même syllabus, le même contenu. Et la seule chose qui c'est qu'en troisième année, on peut changer de site, puisque chacun des sites propose une option de spécialité qu'on vous détaillera tout à l'heure. Donc, il y a une possibilité de mobilité entre les trois écoles. Enfin, dernière chose qui est importante à noter, ce diplôme, ce n'est pas le diplôme
de l'école généraliste de l'école de SupMeca, de Super-Héros de l'ENSMA. C'est un diplôme et une formation différente. On appelle ça un diplôme de spécialité. Il est orienté génie industriel et qui est délivré par l'école où vous êtes inscrit en première année quand vous arrivez. Alors, la formation, en fait, elle tourne autour d'une mission type et c'est celle-ci qui a été identifiée quand on a créé la formation avec l'aide donc des professionnels du GIFAS. L'idée, c'est que dans notre domaine, on a beaucoup de gens sur le bureau d'études, on a beaucoup d'ingénieurs qui sortent et qui sont formés pour la production et le bureau d'études. Et ce qui manque plutôt, c'est des ingénieurs qui sont capables d'assurer l'interface. Donc, qu'ils sachent parler un petit peu au bureau d'études pour pouvoir discuter avec eux, qu'ils sachent parler chaîne de production et qu'ils sachent faire le lien. Voilà. Donc, c'est le domaine qu'on appelle industrialisation et méthode. Et puis, bien sûr, dans notre formation, elle est faite pour l'aéronautique et l'espace. Donc, globalement, cette formation, bah, elle est quand même basée sur un socle scientifique et technique assez important. Donc, vous le retrouverez tout à l'heure dans le détail de la formation. Une partie gestion de projet, manager d'équipe technique, et puis bah, c'est fait pour les grands groupes industriels, mais aussi pour les PME et les PMI. Donc je vais passer la main à Annette qui va faire le détail du contenu de la formation. Donc, pour rappel, une formation par apprentissage, c'est une formation en alternance, donc entre une entreprise et l'école. Donc, c'est quand vous êtes apprenti, vous êtes à la fois salarié et étudiant. Alors, de fait, il faut savoir gérer les périodes en entreprise à l'école, mais il y a un certain nombre d'avantages. C'est une formation déjà pratique au sein de l'entreprise. Il y a un suivi personnalisé par un double tutorat avec un tuteur pédagogique qui va suivre votre cursus à la fois à l'école et en entreprise, qui va faire le lien entre l'école et l'entreprise. Et bien sûr, un maître d'apprentissage qui s'occupera de votre formation en entreprise. Les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise. Vous avez un salaire qui dépend de l'âge, de votre niveau de formation et de la convention collective de l'entreprise, bien entendu. Et vous avez les mêmes droits et devoirs que tout salarié de l'entreprise d'accueil, donc la couverture sociale, le restaurant et toutes les prises en charge qui peuvent être prises en charge par l'entreprise et les congés de l'entreprise. Donc, si on détaille un peu plus le programme de formation, donc déjà comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, les périodes à l'école vont en diminuant sur les 3 ans et de fait, inversement, les périodes en entreprise vont en augmentant. Et donc, et le programme à l'école donc est déployé sur 1800 heures avec 700 heures en première année, 600 heures en deuxième année et 500 heures en troisième année. Et ce programme est déployé sur 6 unités d'enseignement, qu'on appelle UE. Donc, des sciences de base comme informatique, mathématiques, etc. Des modules autour de la technologie et 2 unités d'enseignement qui constituent finalement la spécialisation de cette formation, donc une UE aérospace et une UE outils et méthodes de l'industrialisation. Et enfin, une UE autour des sciences de l'entreprise et une UE autour des sciences humaines et communication. Avec 2 projets, un en deuxième année qu'on appelle recherche et développement, c'est un projet qui va vous faire découvrir justement le côté recherche, bureau d'études, et un projet en troisième année qu'on appelle innovation et conception, où là vous allez mettre en œuvre un maximum de choses que vous aurez apprises au cours de votre cursus. Et comme on l'a dit, il y a une UE qui constitue la spécialisation suivant le site où vous ferez votre troisième année. Donc ici, vous avez la répartition en temps des différentes UE. Donc vous voyez effectivement que le socle,
scientifique et technologique qui est quand même assez important dans notre formation. La répartition ensuite des autres E qui est finalement assez équilibrée. Donc, si on détaille un tout petit peu plus le programme, donc dans l'UE sciences de l'information, mathématiques et physique, donc vous avez des sciences de base comme les maths, la mécanique des solides, des systèmes mécaniques, mécanique des fluides, informatique, automatique, traitement du signal. En technologie, ben, vous avez des matières un peu plus tournées vers la conception assistée par ordinateur, la fabrication, les sciences des matériaux et des matières un peu plus électroniques, informatiques, comme capteurs et chaînes d'acquisition, cybersécurité. Et donc l'UE de spécialité aérospace, ben, vous avez un module autour de l'aérodynamique et la propulsion, la mécanique et thermique des fluides, la mécanique du vol, l'énergie électrique et actionnaire, ça c'est plus les systèmes de commande. Et puis autour des structures, une connaissance des structures aérospatiales, l'architecture des aéronefs et l'architecture des systèmes spatiaux. Sur les outils et méthodes de l'industrialisation, ben, vous avez de la qualité, de la conception fonctionnelle et ingénierie simultanée, de la certification, de la méthode de fabrication et de la conception, l'organisation industrielle et un module autour de l'usine du futur. Voilà. Sciences de l'entreprise, bon, enfin, vous apportez des notions autour de la stratégie, de la gestion, mais des cours aussi autour du développement durable et RSE. Alors, RSE, je ne sais pas si vous savez ce que c'est responsabilité sociétale des entreprises. Droit des contrôles des affaires, analyse des coûts et propriété industrielle. Donc, c'est vraiment des notions, sachant que potentiellement, c'est des compétences que vous allez bien sûr acquérir et renforcer en entreprise. Et puis, ben, bien sûr, il y a un module autour des sciences humaines et communication, avec la communication écrite et orale, du management, du design thinking. C'est quelque chose que vous verrez en troisième année. C'est une technique une méthode qui à la fois vous permet de faire de l'innovation, mais aussi de la conduite du changement, potentiellement, et bien sûr de l'anglais sur les 3 années. Et enfin, les 2 projets dont je vous ai déjà parlé. Alors, bien sûr, comme pour tout diplôme d'ingénieur, il y a une période à l'international obligatoire d'un minimum de 9 semaines ou ben, dans un pays étranger. Et quand c'est à réaliser un peu comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez, et bien sûr en accord avec votre entreprise, sur une des périodes en entreprise. Et il y a aussi une certification de niveau d'anglais à acquérir, d'un niveau B2, que l'on fait passer, nous, par le TOEIC dans les 3 écoles. Donc là, on va passer aux spécialités proposées sur les 3 sites. Donc, j'enchaîne sur le site de l'ANSMA. On propose 28 places en apprentissage et où la spécialisation en 3e année est autour des systèmes énergétiques et des matériaux avancés, avec un module, on va dire, introductif sur l'industrialisation des systèmes propulsifs. Ensuite, il y a 3 modules, on va dire, davantage tournés autour des systèmes énergétiques avec de l'intégration aérodynamique, de la combustion et de la performance et de la thermique des systèmes. 2 modules plus tournés autour des matériaux et des structures avec un premier module autour de la performance mécanique des structures et des matériaux avec une démarche éco-responsable et un module autour des matériaux pour le transport et l'énergie, où là, on a choisi d'avoir une approche par fonctionnalité, par exemple
les matériaux qui servent à faire haute performance pour les moteurs, les matériaux pour l'énergie, pour l'électronique de puissance ou des matériaux qui servent à alléger les structures. Et enfin, un dernier module, je dirais, qui présente des procédés un peu innovants autour des deux thématiques de cette spécialité. Donc, autour de la fabrication additive et application laser, ça c'est plus tourné matériaux. Et autour de l'électrification des systèmes, ça c'est plus tourné autour de énergétique. Alors, je reprends la main pour vous présenter l'option qui est sur le site de Toulouse à Super-Héros, donc qui tourne autour de l'avionique et des systèmes embarqués. Donc, alors bien sûr, ça repart sur les bases qui ont été vues avant pendant les 2 premières années, autom, informatique, électronique, etc. Et après, on se spécialise plus métier, donc sur les systèmes de la communication et de la navigation, les systèmes de contrôle, les systèmes embarqués de façon plus générale. Là, c'est assez orienté codage et algorithmique. L'interface homme-machine, qui est un point non négligeable dans la partie avionique et système embarqué, en tout cas au moins en aéronautique et en spatial. On a un module sur l'analyse des données, l'intelligence artificielle, et qui est surtout basé en fait enfin, qui est orienté traitement d'image. Et puis tous ces 5 points-là en fait, sont repris après dans un gros module qui doit faire à peu près un tiers de l'ensemble. Une option, c'est 300 heures sur l'année. Donc, le dernier gros module applique ces 3 premiers points sur des systèmes plutôt autonomes, mais systèmes embarqués en général. Donc, sur les drones, les missiles, satellites, des voitures autonomes, les lanceurs. Quand on parle de lanceurs, c'est les fusées. Les objets connectés, la robotique. Et pour le site de Saint-Ouen, donc on est sur un parcours orienté système de production, procédés et logistique. Donc on va avoir vraiment la partie génie industriel qui va être développée dans ce parcours avec toute la partie logistique, accompagnement extra-entreprise, intra-entreprise, tout ce qui va être optimisation des flux de production, les procédés qui vont permettre également d'aboutir à l'élaboration des composants pour l'aéronautique. Donc, en particulier, on cible la fabrication additive, les composites et tout ce qui va être procédé d'automatisation et ergonomie de ces procédés. Et enfin, donc tout ce qui va être la maîtrise des systèmes de production avec toutes les méthodes d'amélioration de la performance, donc amélioration continue et gestion des risques et sûreté de fonctionnement. Donc voilà pour la partie à Saint-Ouen. Donc, je vais maintenant vous présenter le recrutement qui a été fait pour la rentrée de septembre 2023 et la procédure pour cette nouvelle rentrée 2024. Donc, concernant le recrutement 2023, donc, il faut se rappeler le contexte un petit peu particulier étant donné que le DUT est passé en BUT et donc l'année de transition fait que peu de BUT ont pu accéder aux écoles d'ingénieurs. Donc, on a une proportion importante malgré tout, donc 40% de DUT, mais plus faible que les années précédentes. On est sur une formation qui recrute beaucoup au niveau de la filière DUT et BTS. Donc, c'était vraiment les voies d'accès majeures, principales, encore en 2023. Et à côté, on a également tout ce qui est licence pro, les licences scientifiques et techniques et les classes préparatoires, de manière moindre que ces diplômes précédemment cités. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une formation qui est dédiée pour le secteur aéronautique et spatial, et on voit bien sur le camembert que l'on est à plus de 75% d'entreprises réparties sur ces deux domaines. C'est vraiment la destination de cette formation formée au travers de l'aéronautique et de l'espace. Donc, beaucoup de grands groupes
se sont manifestés pour prendre nos apprentis en formation. On a un petit peu moins de PME actuellement, mais il n'y a pas de raison que la diffusion de l'information vers les PME ne continue pas, hein. La formation est assez jeune, donc pour l'instant, il faut aussi le temps de diffuser vers les petites entreprises. Donc c'est actuellement beaucoup de grands groupes qui travaillent au niveau, enfin qui travaillent avec nous. Donc le calendrier 2024. Donc, le site de candidature a été ouvert donc, depuis le 10 janvier et sera clôturé le 1er mars à midi. Donc, il faut anticiper, hein, il faut absolument éviter de déposer vos candidatures en ligne à la dernière minute. Il peut y avoir des problèmes informatiques, hein, on n'est jamais à l'abri de ça. Donc, anticiper, c'est pas pendant la dernière nuit qu'il va falloir déposer son dossier de candidature. Où il y a encore un mois devant vous, vous avez le temps, mais privilégiez l'anticipation, vous serez plus serein. Donc, on procède à une première étude de dossier en particulier pour vérifier les provenances et s'assurer qu'elles sont compatibles avec la formation. On va éliminer des formations qui sont vraiment hors spectre par rapport au profil de candidat que l'on souhaite recruter. Première étape par la suite, donc les épreuves écrites. Donc, si vous êtes bien dans la conformité des diplômes que l'on souhaite recruter, vous serez convoqué aux épreuves écrites, mathématiques, anglais et français. Donc, c'est 1 heure pour l'anglais, 1 heure pour le français et 1 heure et demie pour les mathématiques. On est sur des tests qui sont faits sous format QCM. S'il y a des demandes d'aménagement, il faut bien sûr penser également à signaler toutes ces demandes lors de l'inscription, que l'on puisse anticiper l'organisation des, des aménagements pour ces épreuves. L'étude réelle et concrète des dossiers sera faite courant mars-avril et ça aboutit à une note de dossier en quelque sorte. Vous aurez également une note sur les épreuves écrites et à partir de cela, il y aura un critère d'admissibilité pour l'oral. Donc les oraux sont prévus du 6 au 15 mai. Donc si vous passez l'étape épreuve écrite et dossier, vous aurez donc un entretien pour discuter avec nous de votre projet professionnel et de votre motivation pour cette formation. Donc, les entretiens se font exclusivement en visio. Et la diffusion des résultats se fera à partir du 24 mai, puisqu'on aura les jurys dans les écoles qui définiront les listes de candidats admissibles. Au moment de l'oral, on demande aux candidats d'exprimer leurs souhaits vis-à-vis de leurs préférences en termes de site de formation et en termes de parcours d'options de formation. En parallèle de ces épreuves, on va dire plutôt académiques, il faut penser très tôt à la recherche d'entreprise. La recherche d'entreprise, ça prend du temps, le temps de démarcher les entreprises. À partir du mois d'avril, les entreprises vont commencer à publier leurs offres. Et donc, dès que les entreprises publient les offres d'apprentissage, c'est à ce moment-là qu'il faut postuler pour essayer d'identifier dans quel secteur d'activité vous voulez travailler et puis dans quel type d'entreprise également. Donc ça se démarre très tôt, dès le mois d'avril, sans attendre la fin du concours qui sera, lui, fin mai. Donc, pour valider l'inscription dans l'une des écoles, il faut avoir signé son contrat d'apprentissage. Alors, on va passer à quelques retours de nos apprentis. Donc, vous répartissez comme vous voulez. Je vous pose une première question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'apprentissage? Qui veut répondre? Comme vous voulez. Allez, Jean. Allez, je veux bien. Pour moi, l'apprentissage, enfin, il y avait plusieurs clauses. La première, c'est que j'avais envie un peu de donner un sens à mes études.
J'avais du mal à rester seulement dans le théorique et avoir l'impression de jamais appliquer en fait, d'aller nulle part. Et du coup, enfin, c'est quelque chose vraiment que je recherchais. Deuxièmement, c'est que j'avais fait un stage en IUT et ça m'a fait découvrir le monde de l'entreprise. J'ai vraiment accroché. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu, donc j'avais vraiment envie de garder ce lien avec l'entreprise. Et puis finalement, et c'est pas négligeable, j'avais aussi envie de pouvoir être indépendant financièrement avec mes parents. Donc, c'est vrai que pour pouvoir faire des études sans ne coûter quoi que ce soit à ses parents, c'est quand même un luxe. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire alternance. Est-ce que Chloé veut donner son avis aussi? Oh, ben, il a bien résumé l'aspect technique et théorique, c'est bien d'allier les deux. Surtout que je trouve que c'est deux compétences totalement différentes, pardon. Et voilà, c'est bien de voir comment la vie en entreprise, ça se passe. Alors finalement, c'est la deuxième question, quels sont les bénéfices pour vous? Est-ce que ce que vous avez imaginé, ce que Jean vient de nous dire, est-ce que finalement ça se retrouve bien? Mathias, peut-être? Oui, oui, moi je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit et c'est quelque chose qu'on retrouve très rapidement en fait. Surtout au niveau de l'organisation du calendrier avec des périodes de cours et d'entreprise qui sont assez longues. Ça nous permet d'être vraiment immergés, soit en cours, soit en entreprise, d'être vraiment focalisé sur notre mission. Et du coup, on apprend beaucoup plus vite, je trouve. Et ça nous permet, voilà, de vraiment découvrir le monde du travail, de s'intégrer dans l'équipe. Et ouais, le choix est vraiment judicieux. Alors du coup, hein, quel conseil est-ce que vous donneriez aux étudiants candidats là, qui nous écoutent et qui veulent faire le choix de ce cursus? Le classique. Ouais. Allez, Chloé. Ouais. Premièrement, je pense que c'est d'abord, il faudrait trouver une entreprise qui correspond à vos valeurs. Si vous trouvez un stage un peu, alors que ça vous plaît, un stage n'importe quoi, une entreprise qui vous plaît pas vraiment, avec un sujet qui vous plaît pas vraiment, vous n'allez pas passer un bon moment. Moi, si j'avais un conseil à donner, ça serait de commencer très tôt à chercher une alternance. Enfin, je me souviens que j'avais commencé à peu près à cette période-là. Et parce que les entreprises, c'est le moment où ils commencent à mettre les offres et c'est le moment où il y a le plus de disponibilité. Donc, s'il y a un moment pour commencer à aller regarder les offres d'emploi sur des sites de grands groupes comme Airbus, par exemple, je pense que c'est le bon moment. Et personnellement, je dirais aussi que faut absolument pas négliger son dossier et faut pas se dévaloriser. Il y a des choses qu'on n'ose pas forcément mettre dans le CV ou dans la lettre de motivation qui peuvent faire la différence et faut juste y croire. Ok, merci. Un petit mot à rajouter parmi nos apprentis? Non? Bah, merci, c'est déjà pas mal. Alors, on a quelques questions qui tombent. Alors, je pense que les modérateurs vous ont répondu au fur et à mesure. Donc là, j'ai une question. Est-ce que les projets extrascolaires menés par les étudiants durant leur scolarité antérieure sont pris en compte? Allez, c'est une question pour Isabelle, vu qu'elle était sur le recrutement. A priori, non. Pour pouvoir prendre en compte des projets menés dans une scolarité antérieure, il faudrait faire un système de validation des acquis d'expérience. C'est pas prévu du tout dans le cycle de recrutement. Donc, je dirais non. Bon, cela dit, on peut le prendre en compte. Enfin, un projet qui est orienté aéronautique nous montre que vous avez quand même une certaine appétence pour le domaine. Mais voilà, c'est ça, dans ce sens-là, ça peut rentrer en compte. Au travers du CV, oui, Oui, mais au travers du voilà. CV. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas d'autres questions qui apparaissent, donc sans doute que nos modérateurs ont très très bien travaillé. Ah, j'ai beaucoup de questions sur le contenu des épreuves écrites. Bah, je te laisse, Isabelle, encore. Encore moi. Oh ouais, tu étais sur le recrutement.
Alors, donc au niveau des épreuves écrites, pour reprendre ce qui s'est fait l'année dernière, donc au niveau de l'anglais, ce sont des tests de compréhension écrite. Des textes sont fournis en anglais. Vous avez des questions de compréhension qui sont posées sur ces textes et également des questions grammaticales. Finalement, en français, l'épreuve a à peu près la même forme, hein. Il y avait des questions un peu techniques, vocabulaire, grammaire, et des questions concernant la compréhension d'un texte scientifique. Et du point de vue mathématique, on balaye un spectre de connaissances, on va dire, assez large, algèbre, analyse, intégration, dérivation, trigonométrie, équation différentielle, matrice, également calcul matriciel. On balaye un spectre assez large d'un niveau, on va dire, bac plus 2, bac plus 3. L'objectif, c'est vraiment de... Alors, c'est pas un concours, hein. On vous classe pas, on prend pas juste les 100 premiers, hein. On étudie quand même beaucoup le dossier à côté, ce que vous avez fait à côté, votre, euh, votre motivation, votre projet. Mais quand même, à travers ces trois épreuves, voilà, si on voit que vous avez des grandes difficultés en anglais, il faut quand même atteindre un niveau B2. Tous les étudiants ingénieurs, qu'ils soient apprentis ou pas, ne réussissent pas ça de façon hyper facile systématiquement. Donc, si vous avez des grosses lacunes en anglais, ben, on s'en aperçoit et ça pose un problème. Si vous avez des problèmes d'analyse en français, ben, un ingénieur, il fait pas que des maths, il faut aussi qu'il sache analyser des problématiques. Donc, c'est des signaux qui nous permettent de trier les dossiers. Alors, une question suivante. Les délais pour rechercher une entreprise. Annette, tu veux répondre? Alors, je ne sais plus quel apprenti a dit, effectivement, il faut vous y prendre très tôt, surtout si vous voulez avoir le choix, en fait. Ne vous y prenez pas, n'attendez pas d'avoir la réponse définitive de notre part, savoir si vous êtes retenu ou pas, pour commencer à chercher une entreprise. Donc, parce que là, vous allez prendre la première mission que vous allez trouver pour être retenu définitivement. Et c'est une mission qui peut-être ne vous plaira pas aussi bien que si vous aviez pris le temps de sélectionner plusieurs missions. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire, faut vous y prendre le plus tôt possible. Effectivement, il y a des grands groupes comme Airbus qui vont commencer, voire qui ont déjà commencé à déposer des offres. Et bien sûr, il faut y aller régulièrement, regarder les offres qui paraissent. Et ce, d'autant plus que si vous arrivez à l'entretien avec déjà une entreprise qui vous a retenu, ou au moins vous avez commencé à passer des entretiens auprès d'entreprises, eh bien, c'est évidemment un bon point pour être retenu dans une de nos écoles. À savoir, je sais plus si on a dit, on l'a précisé ça, on fait tous du surbooking. Donc ça veut dire que Super Hero, c'est les 30 premiers qui admissibles sous condition d'avoir une mission qui vont trouver une mission qui seront retenus définitivement. Chez nous, c'est les 28 premiers et à Submeca, les 24 premiers. Donc d'où l'importance de commencer à chercher très tôt. Je sais pas si un apprenti veut compléter sur cette recherche de mission, qui est effectivement une partie très importante. Ouais, moi j'aimerais juste rajouter qu'il faut pas non plus se dire que les entreprises vont toutes répondre aux candidatures. Ça peut être un peu frustrant au début, mais faut surtout pas hésiter d'envoyer plein de demandes dans les secteurs qui vous intéressent et s'attendre à ne pas recevoir de réponse. Les entreprises vont recevoir des centaines et des centaines de candidatures et ils prennent pas forcément le temps de rappeler ou de répondre non. Donc, n'hésitez pas à faire des candidatures et puis si ça marche, ils vous rappelleront ou ils vous recontacteront pour les entretiens. Alors, j'ai une question complémentaire à ce sujet. Alors, c'est une
Une question multiple. Donc, les offres d'apprentissage sont-elles sur un site? Si oui, plutôt celui de l'entreprise ou de l'école, et peut-on faire une candidature spontanée? Alors, j'ai envie de vous répondre, faites tout ce que vous pouvez pour avoir quelque chose. Donc, vous faites des candidatures spontanées, vous allez sur les sites des entreprises que vous connaissez. Je crois que l'école met à disposition des candidats l'accès au Career Center chez nous. Et voilà, donc le bouche à oreille, le piston, le réseau, faites travailler tout ça, quoi. Alors, Sachant qu'il y a des grands groupes quand même où il faut, même si vous avez un contact, il faut passer par le site internet pour candidater souvent pour les grands groupes. Oui, et pour les grands groupes, les candidatures spontanées ne fonctionnent pas en apprentissage, étant donné qu'il faut le budget, la partie financière de la gestion, en particulier du salaire de l'apprenti. Donc sur les grands groupes, c'est exclusivement répondre aux offres. Et par contre, sur les plus petites entreprises, là, la démarche de candidature spontanée, va fonctionner mieux. alors, un petit point technique sur la signature du contrat. J'ai une question. Si le contrat ne peut pas être signé par toutes les parties dès la date de publication des admissibles, pour des causes de délai diverses de l'entreprise, est-ce quand même possible de valider sa place? Alors, on vous a dit, on fait du surbooking. Donc, effectivement, c'est les premiers dossiers signés qui comptent. Alors, soyons clairs, ce n'est pas le contrat qui est signé. Le contrat, en général, il est signé pendant le courant de l'été, voire début septembre. Nous, ce qu'on demande, c'est une promesse d'embauche en apprentissage, donc signée par l'entreprise. Mais effectivement, si l'entreprise ne nous signe rien, on ne peut pas vous réserver la place. Donc, il faut qu'on ait l'accord. Et dernière chose, on valide aussi une mission. C'est-à-dire que si vous venez avec une mission qui n'a aucun rapport avec la formation, ben, on ne prend pas cette mission. Donc, faites attention à ça. Il est possible, il est même recommandé quand vous faites vos recherches et que vous êtes bien avancé dans la, dans la discussion avec les entreprises, de nous envoyer la mission pour qu'on la prévalide, pour qu'on vous dise tout de suite, bah oui, cette mission, elle correspond à la formation. Ça ne sert à rien de perdre du temps avec une mission qui n'est pas cohérente avec le contenu. Eh bien, c'était la question suivante. Comment se passe la validation des missions proposées par l'entreprise? Ben, vous nous les envoyez, on les valide. Donc, quand je dis vous nous les envoyez, c'est le canal standard. Alors, je ne sais plus quel est le mail, mais vous le retrouverez sur le site. Admission apprenti ou quelque chose comme ça. Euh, Quelles sont les entreprises dans lesquelles je peux aller en alternance? Bon, on vous a déjà répondu. Toutes. Alors, c'est très orienté aéronautique et spatiale, mais pas à 100%. Si le contenu de la formation il correspond à la mission que vous avez dans l'entreprise, ben, il n'y a, il y a, il y a, il y a- il y a aucun problème. Et donc, des grands groupes, des PME, on a un petit peu de tout. On a beaucoup de grands groupes, hein, peut-être aussi parce que vous, en tant que candidat jeune, ben, les grands groupes, vous connaissez. Les petites entreprises, ben, soit vous connaissez pas, soit peut-être ça vous fait peur. Donc, globalement, la répartition, on a quand même beaucoup, beaucoup de grands groupes. Mais on peut aller dans n'importe quelle entreprise, pourvu que ce soit une mission de type ingénieur, bien sûr, et adaptée au contenu. Alors, la question récurrente, on l'a tous les ans, bien sûr. Les entreprises sont-elles situées proches des écoles? Faut-il prévoir des déplacements pour les semaines en entreprise? Annette, Isabelle? Annette? Alors, les missions, elles peuvent être dans toute la France, hein. Vous n'avez pas forcément d'entreprise à côté de l'école. Euh, il y en a qui sont à côté de l'école, mais il y en a, bah, chez nous, par exemple, il y en a qui sont à Marignane, toi, t'es À Toulouse. à Toulouse, voilà, nous, on est à Poitiers. Euh, Ceci dit, bon, je vais peut-être te laisser parler. Les trajets, bien sûr, il y a des trajets, mais les apprentis, outre le salaire, vous avez quand même des aides pour la mobilité, potentiellement de logement si vous devez avoir de logement, etc. Tu veux compléter sur cette partie? Après, les périodes sont assez longues. Pas besoin de faire deux trajets toutes les semaines. Les périodes, c'est à peu près un mois, 2 mois, on va dire. En tout cas, à lancement. Donc, on fait pas trop de trajets. C'est pas-
Le rythme de l'alternance est à peu près identique à Super Héros, donc c'est un mois et demi, 2 mois de cours, puis un mois et demi, 2 mois d'entreprise. D'ailleurs, Mathias avait souligné que c'était bien pour vraiment s'intégrer. Et puis en dernière année, il y a plus de temps en entreprise, donc les plus grandes durées. C'est un tout petit peu différent à Supmeca. Isabelle va vous le décrire. Nous, sur la première et la deuxième année, on monte progressivement à eu un rythme d'alternance de un mois. Et sur la troisième année, il y a 4 mois de formation et le reste du temps en entreprise. Voilà, donc ça reste quand même globalement des grandes périodes. Et donc effectivement, c'est pas des allers-retours tous les jours. Et je pense qu'il y a à peu près la moitié sans doute de nos étudiants qui n'ont pas une entreprise dans la ville ou juste à côté de l'école. Ouais. Le contrat d'alternance doit-il obligatoirement couvrir les 3 années de formation ou doit-il être renouvelé tous les ans? Si oui, l'entreprise peut-elle changer en cours de formation? Isabelle? Oui. Donc, oui, pour pouvoir démarrer une formation qui dure 3 ans, il faut un contrat d'apprentissage qui dure 3 ans. Sinon, les organismes qui permettent la validation de ces contrats ne les acceptent pas. Donc, c'est bien la condition obligatoire. Mais effectivement, vous avez la possibilité de changer d'entreprise en cours de formation. Donc ça, il y a la loi travail propose des possibilités de rupture de contrat, puisque c'est un contrat de travail. Donc, moyennant le respect des procédures légales, vous pouvez démissionner d'une entreprise et reprendre une nouvelle entreprise pendant votre formation. Pas de souci. C'est Alors, pas il y a quelque chose qu'on encourage quand même, mais si vraiment vous êtes mal ou si dans une mission, bien sûr, il y a des possibilités de changer. Voilà, l'objectif, c'est pas de se dire, tiens, je ferai 1 an et demi dans une boîte, puis 1 an et demi dans une autre pour avoir deux expériences différentes, hein. On s'engage pour 3 ans et les ruptures qui ont eu lieu chez nous, c'est quand il y a un vrai problème sur la mission ou sur ou personnel humain entre les personnes et qu'on n'a pas pu le régler en changeant de service ou une PME qui met la clé sous la porte. Ça nous est arrivé une fois. Bon, voilà. Les changements, parce que pour vous rassurer, hein, quand il arrive ce genre de problème, on vous aide à retrouver une entreprise. Vous avez le temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas juste un mois pour retrouver une entreprise, sinon on vous vire. Donc vous continuez votre formation au côté académique. On vous aide à retrouver une entreprise. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, hein. On s'engage. Dans la très grande majorité des cas, ça se passe bien, voire très bien. Et puis on sait régler les cas problématiques, bien sûr, quand l'apprenti nous dit que ça ne se passe pas bien. Mais voilà. Alors, une question plus côté vie étudiante. À quel point les étudiants sont intégrés à la vie étudiante de l'école? Eh bien, je pense que nos apprentis vont en parler. Allez, Chloé. Après, ça va dépendre des écoles. On fait de notre mieux. Évidemment, on est là que la moitié du temps, donc on n'est pas autant intégré que les autres. Mais c'est de mieux en mieux, je trouve. Ouais, ouais, à Supmeca, c'est pareil, ça se passe très bien. Voilà, c'est, au quotidien, on ressent pas la différence quand on est à l'école, quoi. On n'est pas, il n'y a pas les étudiants d'un côté, les apprentis de l'autre. C'est vraiment un groupe, y a pas de souci à ce niveau-là. Super Héros, c'est pareil. Et donc la première promotion qui a été diplômée a fait un gros travail pour inclure les apprentis dans les associations. Et donc aujourd'hui, on retrouve des alternants qui sont présidents des différentes associations et parmi les 30 de chaque promo, chacun a plus ou moins 2 ou 3 associations. Et donc, il y a une grosse cohésion entre les apprentis et les initiaux. Alors, juste pour souligner, nous, on fait même une semaine d'intégration à Super qui est commune avec des activités d'intégration et pseudo-techniques au tout début qui sont faites en commun avec, alors pas par groupe d'apprentis, d'étudiants, etc., mais vraiment tout mélangé pour que dès le début, ça se passe bien. Et donc, le retour qu'on a au bout de 4 ans sur Super c'est qu'effectivement, c'est très mélangé, hein. Moi, quand je croise les étudiants, c'est pas, il y a pas de clan. Je les croise, les étudiants, les apprentis ensemble. Donc ça se passe vraiment très bien.
Après, c'est une question d'appétence. Vous voulez faire du sport, vous allez faire du sport. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Ils sont étudiants ou apprentis, on s'en fiche un peu, quoi. Et c'est vrai pour toutes les assos. Bon, je crois qu'à l'ANSMA, c'est pareil. Nous, on fait pas une semaine, mais il y a le week-end d'intégration. Bien sûr, c'est pour tous les élèves, hein. Les apprentis sont invités à ce week-end d'intégration. Et voilà, on a quand même même si c'est un peu plus difficile à gérer, parce que comme le dit Chloé, vous n'êtes pas toujours à l'école, mais on a quand même pas mal d'apprentis qui participent à des assos. Bah, Chloé, t'es Dans deux assos. dans deux assos. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, une question technique, hein. Je pense qu'elle va être pour Isabelle. En tout cas, moi, je n'ai pas la réponse. Quel est l'âge minimum pour faire une alternance? Est-ce qu'il y a un âge minimum, Isabelle? Je dirais 18 ans. Il faut être majeur dans nos établissements. Il faut être majeur Donc, dans l'établissement. minimum, pour moi, il faut être majeur. Après, sur le contrat de travail, l'âge ne joue que sur le niveau de rémunération finalement. Mais nos établissements ne peuvent normalement pas accueillir de mineurs. Donc, Mais je pense que c'est la seule contrainte. ouais, c'est minimum ou maximum en fait? La question, Et c'est le minimum. maximum, Mais on va Euh, quand même, Isabelle va quand même répondre pour le maximum aussi. oui, oui. c'est que la prise de poste doit être effective avant l'âge de 30 ans. Donc, c'est 29 ans et quelques mois, moins de 30 ans. Ok, merci Isabelle. Sauf Euh, pour les candidats en situation de handicap, je crois. oui, il y a quelques petites exceptions sur Quelques l'âge exceptions. maximum. Oui. Il y en a au moins deux, je ne me rappelle plus la deuxième. Si on est déjà en contrat d'alternance, on peut dépasser. Pour les étudiants étrangers intracommunautaires, on peut dépasser l'âge également. Et pour les personnes en situation de handicap, il faut regarder également, je crois qu'il y a des aménagements. Oui. Alors, bien sûr, pour ce type de questions très précises, ce que vous pouvez faire personnellement quand vous êtes, vous êtes pas sûr, posez la question sur par mail là, à notre admission, et comme ça, vous aurez la réponse précise qui concerne votre cas. Voilà. Alors, à quelle date ou période a été accepté le dernier apprenti dans la formation tout site confondu? Isabelle? Moi, je dirais septembre. Septembre. Donc on remplit très vite au début et puis après il reste quelques places. Alors ça se remplit pas de la même façon sur les trois sites. Il y a des sites qui attirent plus que d'autres. Euh, je tiens à vous rappeler que c'est quand même la même formation. Les deux premières années, c'est le même tronc commun, le même niveau dans les trois écoles. Et ensuite, il y a cette possibilité donc de mobilité au niveau des options intersites. Est-ce que des job dating sont organisés par l'école? Alors, on a un forum de l'apprentissage avec des job dating qui est fait, alors qui n'est pas encore tout à fait calé, mais qui se passe vers la dernière ou l'avant-dernière semaine d'avril. Coupez-moi si je dis une bêtise, hein, Annette Isabelle. Oui, c'est au mois d'avril. Oui. Euh, Donc, alors, c'est relativement tard par rapport à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, quand on vous dit commencez très tôt votre recherche, commencez très tôt votre recherche. Ce job dating, ce forum alternance, alors il ne concerne pas que cette formation-là, mais toutes les formations en alternance du groupe ISAE et aussi les contrats professionnels pour les étudiants. Donc ça arrive tard tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire dès le début et l'ouvrir à tout le monde alors qu'on n'a pas encore fait de sélection. Donc c'est un petit peu compliqué. Ne comptez pas uniquement sur ce job dating qui arrive en fin avril. Ce serait une très très mauvaise option. Euh, Comment fonctionne le choix de la spécialité 3A? Annette?
Comme ça, je garde pas la main tout le temps. Alors déjà, par rapport au recrutement, si vous avez déjà une idée de la spécialité que vous voudrez faire en troisième année et que vous avez le choix des écoles, si vous êtes pris dans les trois écoles, parce que, peut-être ce qu'on n'a pas précisé, c'est que on mutualise le recrutement, mais néanmoins chaque école fait sa liste d'admis sous condition de trouver un contrat, si bien que vous pouvez être admis dans une, deux ou trois écoles. Donc, si vous avez le choix entre les trois écoles, et effectivement, il faut plutôt privilégier si vous avez déjà une idée bien précise de l'option que vous aimeriez faire, choisissez l'école où vous voudriez faire votre troisième année, parce qu'il y a une possibilité de mobilité, effectivement. Néanmoins, c'est sous réserve qu'il y ait de la place dans l'école où vous souhaitez aller faire votre troisième année. Ça veut dire que, voilà, si vous êtes à super-héros et que vous voulez faire votre troisième année à Lancema, et ben, il faut qu'il y ait des élèves de Lancema qui aillent faire leur troisième année à Supmeca ou à super-héros. Enfin voilà, il faut que les échanges s'équilibrent. Sachant qu'on donne la priorité, bien sûr, aux élèves qui sont déjà inscrits dans l'école, enfin aux élèves qui sont inscrits à l'école en première année. Je sais pas si c'est assez clair ce que j'ai mis, si quelqu'un veut compléter. Non, je pense que c'est. Je pense que Voilà, et après, bah, on a une procédure, on a mis en place une procédure en deuxième année. On vous demande on va vous envoyer un formulaire pour que vous mettiez vos choix d'options en troisième année, qu'on fait valider par le maître d'apprentissage. Alors, c'est pas que votre maître d'apprentissage peut vous empêcher mais au moins que vous puissiez en discuter ensemble. Et on ne rentrera pas dans le détail des critères qui nous permettraient éventuellement de classer et discriminer, mais on en a forcément quelques-uns. L'objectif, c'est quand même que le plus de monde ait ses choix, mais on ne peut pas toujours faire. D'où l'importance de ce que vous a rappelé Annette, qui est plutôt de cibler l'école dans laquelle vous avez euh, pour laquelle vous avez l'option est la plus proche de ce que vous voulez faire si vous avez déjà votre projet qui est assez mûr. Oui, voilà. Vraiment, ce que je conseille, c'est vraiment de faire votre choix d'école en fonction de votre projet professionnel et pas parce que vous avez envie d'être dans une grande ville ou parce que voilà, vous avez des copains là, etc. Vraiment, réfléchissez projet professionnel. Alors, une petite question très pratico-pratique. Est-ce que les cours sont en français? Oui, tous les cours sont en français, sauf les cours d'anglais. Voilà, je crois qu'on n'a pas d'autres cours en anglais. Est-ce que vous en avez quelques-uns? Non? Non. Non, non. Non. Voilà, donc, ah non, j'ai pas fait le tour. Je pensais que j'avais fini la liste des questions. Euh, Quelle est la différence entre le diplôme d'ingénieur statut étudiant et le diplôme d'ingénieur en apprentissage? Alors, je ne vais pas vous expliquer tout sur les statuts dans les écoles, mais il y a deux choses. Une école peut avoir plusieurs formations ingénieurs, plusieurs formations différentes. Une école peut avoir dans une formation d'ingénieur des étudiants ou des apprentis. Les trois écoles qui sont là ont fait le choix, quand on a développé cette formation, c'est une nouvelle formation différente, donc c'est un diplôme différent du diplôme historique de super-héros, du diplôme historique de Submeca et de l'autre formation par apprentissage de Submeca, et pareil pour l'ENSMA. Donc nous, on a juste fait le choix d'une nouvelle formation et qui n'était que avec des ingénieurs en apprentissage. Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non, non, non. Voilà. Et sinon, on vous a dit tout à l'heure quelle était la différence entre un étudiant et un apprenti. Ben, l'étudiant, il fait ses 3 ans à l'école et puis il a quelques stages, donc avec une convention avec différentes entreprises pour chacun des stages. Et l'apprenti, ben, dès qu'il rentre, il a une mission dans une société sur 3 ans, dans une entreprise sur 3 ans.
Et donc, il travaille, il y a des périodes où il travaille dans l'entreprise, des périodes où il est en académique, et il a son salaire, etc., tous les avantages dont a déjà parlé Annette tout à l'heure. Oui, alors notamment, bah, vous n'avez pas les vacances scolaires, enfin les vacances universitaires, plus précisément. Mais vous posez vos congés, voilà, dans le cadre de l'entreprise. Alors, ouais, le week-end dernier, on avait notre journée porte ouverte et j'entendais un apprenti qui disait que finalement, c'était pas plus mal parce que ça permet, par exemple, d'aller au ski hors période vacances scolaires et ben, de payer moins cher potentiellement quand vous partez en vacances. Donc, je sais pas si les apprentis ont des choses à rajouter là-dessus sur la différence de statut, avantages, inconvénients. Ah ouais, ça peut être un sacrifice de plus avoir les 2 mois l'été, ouais. Quand on a un travail d'été qui nous plaît bien, forcément, faut laisser ça derrière. Euh, mais bon, ça a d'autres avantages. Mathias, la balance inconvénient-avantage. Ouais, forcément, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Après, je saurais pas de quel côté penche plus la balance. Mais je sais qu'il y a une des revendications qu'il y a notamment à Super Héros, c'est sur les cours du jeudi après-midi. Parce que par exemple, les étudiants sous statut enfin, les FISE, ont leur jeudi après-midi de libre pour les associations, les sports, etc. Quand nous autres apprentis, bah, on est là que la moitié du temps, donc l'emploi du temps est plus contraint. Donc forcément, on a moins de temps libre. Donc sur ce point de vue-là, c'est un désavantage, mais après avec nos entreprises, on a tellement d'avantages entre justement les congés, les possibilités de mobilité, les rémunérations, que bon, ça se compense et on arrive quand même à avoir une vie sociale et étudiante. Voilà, donc si vous voulez être un étudiant à 100%, si vous avez peur de vous engager dans l'entreprise à votre âge aujourd'hui, bah, il faut réfléchir. Peut-être que l'apprentissage et donc cette formation n'est pas faite pour vous. On ne vient pas faire une formation en apprentissage parce qu'on veut accéder à telle école ou à tel contenu de formation. C'est une formation avec du travail en entreprise. C'est important d'insister là-dessus et de bien le comprendre quand vous voulez, si vous voulez postuler chez nous. Alors, question pour un apprenti. Comment mettre toutes les chances de son côté pour être admis? Chloé, tu nous donnes tes tuyaux, hein. Oula, je sais pas s'il y a de formule magique, mais mettez bien en valeur tout ce que vous avez fait, faites de votre mieux, et ça passera. Jean. Ouais, peut-être que si on a la chance, c'était mon cas d'arriver en ayant déjà une alternance. Je pense que, enfin, peut-être que Madame le maire pourrait confirmer, mais je pense que ça aide beaucoup, ouais. Ça aide, mais c'est pas ouais, impératif non plus. On a aussi des... Mais ça aide, oui. Oui, parce que pardon, la première phase du recrutement se fait sans avoir cette information-là. Donc, voilà, faut soigner la présentation de votre dossier scolaire, de votre CV, de votre lettre de motivation. Moi, j'ai envie de dire, préparez-vous, travaillez-le, quoi. C'est un minimum. On voit des candidats qui arrivent sur un entretien, ils savent pas trop pourquoi ils sont là, ils savent pas ce qu'est la formation. Ben non, ça se prépare. Faites Voilà. attention au copier-coller. Des fois, on voit des lettres de motivation, c'est pas adressé aux bonnes La écoles. bonne. Donc, voilà. Faites quand même un peu attention. Alors, je sais bien que ça prend du temps, mais prenez-le parce que ça, voilà, c'est important de bien faire les choses, effectivement. Alors, question difficile. Voilà, ça, c'est une question pour Isabelle. Est-il possible de faire toute sa période d'entreprise à l'étranger? Alors, dans certaines conditions, il est possible de conclure un contrat avec une entreprise à l'étranger à condition qu'elle ait un siège social en France. Mais ça peut pas être un échange enfin, d'une société en France. Si votre contrat est conclu en France, vous ne pouvez pas être envoyé en mission dans une entreprise à l'étranger. Sur la durée d'un contrat de 3 ans, ça ne peut pas dépasser 1 an.
Donc nous, la période à l'étranger, elle est censée être de 9 semaines. Donc si le contrat est conclu en France, c'est pas possible. Si le contrat doit être conclu avec une entreprise étrangère, il faut qu'elle ait un siège social en France, ce qui est assez contraignant. Mais je crois qu'il y a des nouveaux accords, il me semble, mais c'est assez récent avec l'Allemagne. Alors, je ne sais pas s'ils sont passés ou pas, mais il y a des Oui, discussions et c'est avec les pays enfin, transfrontaliers. Donc, Transfrontalier. c'est oui. juste ceux qui sont Oui. autour. Bah, l'idée, c'est aussi de dire, on ne va pas vous envoyer en Chine et faire des allers-retours. Vous êtes quand même même si les durées des périodes académiques et entreprises sont assez longues, il y a quand même des déplacements, quoi. Voilà, donc c'est assez contraint. C'est pas Super Héros ou c'est pas le groupe ISAE qui donne ces contraintes, hein, ce sont des contraintes législatives. Alors, dernière question. Non, pas tout à fait. Quel est le ratio filles-garçons chez les admis? Alors, Je dirais plutôt chez les candidats parce que ça se répercute après chez les admis. alors, je ne sais pas si on l'a chez les candidats. Après, chez les admis, ça varie beaucoup d'une année sur l'autre. On n'est pas non plus des promos immenses, donc les statistiques changent beaucoup. On a eu plus de 33 ou 35% sur une année à Super Héros. L'année d'après, c'était 17. Cette année, je crois qu'on est autour de 25. Et je ne sais plus à Supmeca et Lensma. Bah, nous, c'est moins, mais bon, après, effectivement, comme c'est des petites promotions, les statistiques, en fait, ça veut pas dire grand-chose parce que vous avez une fille de plus, on a 10% de plus. Donc, Sachant, comment? sachant qu'en fait, on est sur des Ah, statistiques qui sont relatives. Enfin, si on mais fait la moyenne de tout ça, on reste proche des statistiques de nos promos étudiants et des écoles d'ingénieurs techniques hors école de chimie peut-être ou certaines pré. Voilà. Mais bon, c'est pas du tout dans le recrutement voilà, c'est pas une formation qui est pas destinée aux filles, hein, loin de là. Vous avez autant de chance, c'est plutôt qu'il y a moins de filles qui candidatent. Alors, on est à 23% sur la totalité des candidats. Voilà. Et c'est à peu près, du coup, ce qu'on retrouve Voilà. Mm. voilà, avec des petits accidents par année, mais sur les promos d'admis. Alors, combien y a-t-il de candidats chaque année et combien sont-ils pris et combien sont pris dans la formation? Alors, on est une formation relativement jeune. Donc, c'est-à-dire que la première année, il n'y en avait pas beaucoup. Après, ça a commencé à augmenter. L'année dernière, il y a eu la réforme des BUT. Donc, c'est compliqué de vous donner un chiffre aujourd'hui, mais globalement, on s'attend à peut-être entre 4 et 500 candidats cette année. Et on a 80, un peu moins de 90 places. Donc, 30, 28. Et Isabelle, c'est 24 chez vous, c'est ça? 24. Donc, 30, 28 plus 24. Donc, ça fait un peu moins de 90. Donc ça fait un taux de sélection un taux d'accès qui est pas si faible. Voilà, donc il n'y a plus de questions. On me dit que c'est la fin. Et donc juste vous rappeler l'adresse mail d'admission qui est admission-apprenti sans S à la fin, arobase isae.fr si vous avez besoin de poser des questions précises. Donc, n'hésitez pas, il y a quelqu'un derrière cette adresse qui va répondre. Alors, vous pouvez quand même aller consulter le site, il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. Donc, beaucoup de réponses qui sont apportées. Mais si vous avez vraiment, bah, si vous avez un doute, n'hésitez pas. Voilà, ben je remercie tout le monde, donc mes homologues des deux autres écoles, nos apprentis qui ont participé, et puis les petites mains derrière qui font que tout a bien tourné, les modérateurs qui ont répondu visiblement à beaucoup de questions. Et puis, ben, on espère vous retrouver pour les concours. Ah, pour les concours, pour les épreuves écrites, je suis pas sûr qu'on ait dit, elles se passent sur les 3 sites. Donc en fait, vous pouvez choisir sur quel site. Si vous êtes plutôt sur Toulouse, sur l'Aquitaine, vous pouvez aller à Poitiers ou à Paris. Mais vous les choisissez, hein, si vous voulez. Si vous êtes de Paris, vous voulez aller à Toulouse, on vous dit bienvenue quand même.
Et voilà, donc on espère vous retrouver pour ces épreuves écrites et surtout pour les oraux, et puis que vous viendrez chez nous pour votre formation. Je Est-ce voulais que juste quelqu'un avait envie? préciser que voilà, le site où vous allez passer vos écrits ne présage en rien voilà, de l'école dans laquelle vous serez admis. Tout à fait. Voilà. C'est les mêmes tests dans les trois écoles. Un petit mot pour la fin, Isabelle? Bah, écoutez, réfléchissez bien à votre projet professionnel et on attend vos dossiers pour vous rencontrer lors de cette campagne de recrutement. Voilà, et bien merci, et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.